Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, séance plénière pour l'examen du projet de loi portant au code électoral. Les articles 29 et 30 du nouveau code cristallisent les débats à l'hémicycle. Les prises de parole se poursuivent à l'Assemblée nationale. Nous ferons le point dans un instant. À la une également, la grève des chauffeurs receveurs des bus Tata, grève synonyme de casse-tête pour les usagers. Certains se sont retrouvés pris au piège. Vous le verrez, reportage à suivre. Célébration de la 5e journée africaine de lutte contre la corruption. L'OFNAC prône la sensibilisation pour inciter les assujettis à se conformer à la loi de déclaration de patrimoine. L'OFNAC a tenu un panel pour échanger sur le rôle des communautés économiques régionales dans la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine. En sport, retour sur le sacre de Teungueth FC, champion du Sénégal à 2 journées de la fin de saison. Et puis, Tokyo 2021, les Lions olympiques ont reçu le drapeau des mains du ministre des Sports. Une grande fierté pour le porte-étendard, le judoka Mandi Kundiaï. Mais d'abord, la langue de barbarie, c'est le nom de code du nouvel avion présidentiel ayant remplacé désormais la Pointe Sarène. Le président de la République, Macky Sall, a effectué le vol inaugural cet après-midi à destination de Nouakchott pour un voyage d'amitié et de travail. Comme vous le voyez sur ces images, l'Airbus A320 est à Dakar depuis samedi donc, livré avant la date de réception initialement prévue le 16 juillet. La langue de barbarie est une sorte d'hommage rendu au parc national de la langue de barbarie qui est un cordon de sable entre deux flots, le fleuve Sénégal et l'océan Atlantique. À la une de cette édition, projet de loi portant code électoral, la séance plénière a démarré aujourd'hui. Les articles 29 et 30 du nouveau code cristallisent les débats au Parlement, articles qui concernent, vous le savez, Karim Wade et Khalifa Sall. Selon l'opposition, la majorité veut tout simplement écarter ces deux personnes. La loi est impersonnelle, rétorque la majorité. Le président de la République a été l'initiateur. Il a toujours tendu la main aux hommes politiques et à la société civile. Ils ont été d'accord. Il y a eu des points d'accord. Il y a eu 20 points. 20 points d'accord, notamment, comme je dis tantôt, des points assez importants. Il y a également des points où il y a eu des désaccords. Et c'est pourquoi ce projet de loi a été amené ici à l'Assemblée nationale. Nous y avons travaillé en commission technique. Il n'y a pas eu d'amendement. Nous avons adopté et voté en commission technique. Aujourd'hui, nous sommes en plénière pour voter la loi. Je pense qu'il faut que l'opposition évite véritablement de personnaliser les lois. La loi, elle est impersonnelle. La loi, elle est impersonnelle et que nous devons vraiment respecter les Sénégalais. C'est vraiment regrettable de voir le président de la République, Macky Sall, rester sur ses positions. Et si vous faites un rapprochement entre la loi qui a été votée le 25 juin 2021, la loi sur le terrorisme, si vous faites un rapprochement entre cette loi et l'article 29 du Code électoral où il est clairement dit que quelqu'un qui encourt une peine d'emprisonnement ou une peine d'1 mois avec sursis ne peut plus être électeur, vous comprenez très vite qu'il est en train de se doter d'autres moyens, d'autres instruments pour pouvoir demain écarter d'autres adversaires politiques comme il l'a fait avec Khalifa Sall et avec Karim Wade lors de la présidentielle de 2019. Donc nous connaissons ces tactiques politiciennes qui ne sont introduites, qui ne sont appliquées que pour justement encadrer sa voie vers un 3e mandat qu'il n'aura pas. Il a décidé volontairement de fermer la porte du dialogue. Et quand tu fermes la porte du dialogue, tu ouvres en même temps la porte de la confrontation.
Et nous irons dans un instant à l'hémicycle pour voir où en sont les débats. L'actualité, c'est aussi ces perturbations dans le secteur du transport. Les chauffeurs des minibus Tata ont observé un mouvement de grève. Le mouvement devrait durer 48 heures. Chauffeurs et receveurs dénoncent des licenciements abusifs. Vous allez le voir, la grève a fortement impacté les usagers. Mamadou Fall et Pape Sangoné Mbaye. Les bus Tata se font désirer ce matin. Les chauffeurs ont respecté le mot d'ordre de grève. Des usagers dans le désarroi. Tel est le constat fait dans plusieurs arrêts bus. Ici, on passe plus de 2 heures de temps sans avoir de véhicule. Il faut impacter nos parcours parce qu'on est là depuis 2 heures de temps. On ne peut pas avoir de bus pour partir aux parcelles assainies. Situation très délicate sous un soleil de plomb. Cet étudiant a été surpris. Moi-même, je n'étais même pas informé qu'ils sont en grève. C'est un peu difficile. Parce qu'à Dakar, on ne peut prendre que les Tata et les Dakar Demdik pour les transports. Alors si ils ne sont pas disponibles, je crois que c'est un peu difficile pour nous. Les chauffeurs de bus Tata réclament une meilleure condition de travail. Ils demandent d'ailleurs des rémunérations plus conséquentes, mais également des contrats en bonne et due forme. Mamadou, et puis sur le front du coronavirus, la courbe ascendante est toujours d'actualité. Les décès s'accumulent. 2 personnes ont succombé à la maladie au cours de ces 24 heures. 17 patients font une forme grave de la maladie et 334 nouvelles infections ont été annoncées aujourd'hui par les autorités sanitaires. À la une également de cette édition, la journée africaine de lutte contre la corruption a été célébrée hier. À cette occasion, l'OFNAC a organisé aujourd'hui un panel pour échanger sur le rôle des communautés économiques régionales dans la mise en œuvre de la Convention de l'UA sur la prévention et la lutte contre la corruption. Vous le savez, pour inciter et encourager les assujettis à se conformer à la loi de déclaration de patrimoine, l'Office mise désormais sur la tenue de séances de sensibilisation avec les personnes concernées. Et tout cela avec Marcel Farba-Maroun et Alun Diagne. Ce lundi, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, commémorait la 5e journée africaine de lutte contre la corruption au niveau de l'École nationale d'administration, ENA. Une journée qui aurait dû avoir lieu depuis hier, mais qui coïncidait avec un dimanche, raison pour laquelle l'OFNAC a choisi ce lundi. Entre autres programmes, un panel qui avait pour thème « Communauté économique régionale, acteur essentiel de la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption ». Les communautés économiques régionales traitées résulte du traité de Abuja de 1991 et constitue le pilier de l'Union africaine. Donc elles ont un rôle fondamental à jouer pour le développement économique du continent. En fait, si on réfléchit un peu, c'est comme si le législateur africain pense qu'on doit aller du haut vers le bas. Les communautés, comme vous le savez, existent au niveau des différentes régions de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO qui est donc la communauté phare. La CEDEAO a adopté un protocole, le protocole de la CEDEAO contre la lutte contre la corruption. La déclaration de patrimoine est l'un des points d'honneur mis en place par l'OFNAC. Pourtant, malgré des moyens mis en œuvre comme l'élaboration d'un formulaire unique disponible en ligne et dans ses bureaux, des assujettis ne se sont toujours pas conformés à cette démarche devenue obligatoire. La pédagogie donc, que nous avons adoptée au niveau de l'OFNAC, c'est des séances, organiser des séances de sensibilisation avec les personnes concernées. Nous avons fait le tour des différents ministères. Nous avons eu dernièrement un atelier avec les parlementaires pour leur expliquer le système de déclaration de patrimoine. Et nous mettons en œuvre toutes les dispositions qui se trouvent dans la loi et qui nous permettent d'encourager davantage les déclarants et de dire à qui de droit l'état d'exécution donc et l'état des déclarations de patrimoine reçues au niveau de l'OFNAC. Je pense qu'au début, les gens n'avaient pas tellement compris ce que c'est que la déclaration de patrimoine. J'ai l'habitude de dire que l'inconnu est toujours craint. Il fallait expliquer, y aller avec pédagogie. Rappelons que la création de l'OFNAC résulte d'une forte exigence populaire de transparence et d'une volonté politique d'instaurer une gouvernance vertueuse. Sa mise en place permet ainsi au Sénégal d'être en phase avec la recommandation de la Convention des Nations Unies contre la corruption.
Et venons-en à la réunion nationale de concertation, de commercialisation des produits agricoles. Les entrepôts de stockage sont devenus une nécessité selon les acteurs. Autre question évoquée, le non-respect de la réglementation par les privés. La réunion a été présidée aujourd'hui par la ministre du Commerce et des PME. Compte rendu Maïmouna Ndiaye et Abdoulaye Diallo. Infrastructure, un frein à la commercialisation des produits agricoles. Magasins et stockage. Les magasins de stockage constituent le gros de nos problèmes. En cas de bonne récolte, leurs propriétaires en achètent, puis conservent et attendent jusqu'à la fin de nos stocks pour sortir les leurs et les vendre. Nous demandons à l'État de construire des magasins de stockage pour nos producteurs agricoles. Nous voulons aussi de l'aide pour les matériaux de travail. La non-implication des privés, un autre point discuté lors de cette réunion du Conseil national de commercialisation des produits agricoles. Certainement, cela peut demander dans un premier temps et pour un début qu'on puisse mener une certaine politique d'accompagnement pour les aider à mettre cela en avant. Mais il serait aussi essentiel à l'issue de ces mesures d'accompagnement pour la réalisation de ces infrastructures-là, d'insister davantage pour que cela puisse être impliqué dans la culture de tous les opérateurs qui sont à la base. Pour sa part, le ministre du Commerce et des PME donne des assurances. Aujourd'hui, nous avons une forte production, mais si cette production ne peut pas être conservée, il reste évident que les problèmes seront toujours entiers. Voilà, donc le président de la République est très sensible à la question et le gouvernement travaille à mettre en place des infrastructures de stockage très rapidement. Mais nous lançons surtout un appel au secteur privé parce que les infrastructures de stockage et leur gestion doivent être une affaire du secteur privé. Aminata Assome Diatta s'est aussi prononcée sur la grogne des boulangers. Elle affirme avoir discuté de la régulation du secteur avec les principaux acteurs récemment. Elle dit avoir bon espoir. Merci Maïmouna et rappelons que la ministre a également rassuré sur un bon approvisionnement du marché en denrées à quelques jours de la fête de Tabaski prévue les 20 et 21 prochains. Retour sur la séance plénière relative au projet de loi portant code électoral à l'Assemblée nationale. Aminata Mbaresso, bonsoir. Bonsoir. Où en sont les débats actuellement? Les débats les députés sont en train de se pencher sur ces modifications qui doivent être apportées sur le code électoral. Rappeler ces modifications ont fait l'objet de débats au cours du dialogue national initié bien cela 2 ans depuis 2019. Mais juste rappeler que les députés de l'opposition qui sont présents à l'Assemblée nationale ont quand même soulevé un certain nombre de points, des points de blocage relatifs, entre autres, à la suppression définitive du parrainage pour toutes les élections, mais également à l'instauration d'un organe indépendant qui devrait piloter tout ce qui est l'organisation des élections au Sénégal. Parce qu'ils disent que les actuels ou le ministre de l'Intérieur actuel n'est pas neutre pour organiser des élections. Entre autres points de blocage soulevés également par ces députés, c'est surtout l'organisation. Je disais entre autres points de blocage soulevés par ces députés de l'opposition, c'est également l'instauration d'un bulletin unique qui, disent-ils, devrait vraiment permettre d'économiser aussi bien pour le Sénégal et ça devrait également permettre plus de transparence dans l'organisation des élections. Donc les débats se poursuivent. Le ministre de l'Intérieur n'a pas encore pris la parole, mais c'est pour bientôt. Juste pour rappeler que les modifications apportées à ce code électoral figurent une bonne partie des modifications qui seront faites sur un tout petit peu le mode d'élection des maires qui sera désormais au suffrage universel direct. Mais bon, le consensus dont on parle par rapport à ce code électoral pour l'opposition, il n'y a pas eu de consensus et eux, ils se désolent de la précipitation qu'il y a eu pour que même ce projet de loi soit voté au niveau de l'Assemblée nationale. C'est loin donc d'être fini, Aminata Mbaresso. Merci en direct de l'hémicycle. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Allons maintenant à Rufisque où la gestion de la cité préoccupe, vous allez le voir, en collectif citoyen. La préservation du foncier, l'assainissement et l'insécurité sont à la cime des préoccupations. Les membres du collectif ont organisé une réunion publique d'information, compte rendu Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassamp. Malgré ses 36 000 habitants, Colobane Guy Mouride, quartier de la commune de Rufisque-Est, souffre d'un manque criard d'infrastructures. Les populations décident de prendre leur sort en main en cotisant pour y réaliser un système d'assainissement. On est allé dans les ministères parler de l'assainissement au niveau des 14 quartiers. Quand on n'a pas eu de réaction par rapport à l'assainissement tout à l'égout, on s'est dit, nous, population, on va prendre nos responsabilités pour démarrer les travaux, c'est-à-dire faire des cotisations, les populations, et voilà, remettre tout vers l'assainissement qui va soulager en grande partie les populations. Autre ambition, c'est le pavage des rues. Le collectif se donne un délai de 5 ans pour réaliser ce projet. On a mis sur place un projet qui va consister à acheter une machine à faire des pavés. Donc demander à notre partenaire social qui est la Socosim de nous octroyer peut-être 200 entre 200 et 300 tonnes l'année parce que c'est tout prêt. Donc qu'on fasse les pavages et que les populations eux-mêmes pensent à paver quartier par quartier pour finir cela peut-être vers les horizons 2025. Pour la préservation des terres agricoles de l'Endeng, le collectif entend s'ériger en bouclier. Mais nous trouvons sur le chemin. Ce n'est plus l'Endeng, c'est les populations de Colobane Guy Mouride, c'est pour notre survie. Ils nous trouveront sur leur chemin et on attend qui que ce soit à venir vouloir faire de l'Endeng des habitations. Et dans le sud-est, suite au braquage qui a entraîné 2 morts à Djindi, nous en parlions la semaine dernière, les autorités lancent la traque des malfaiteurs. Tout sera mis en œuvre pour mettre fin à l'insécurité. Saher Ndao, le gouverneur de Kédougou, donne des gages. Il s'est passé quelque chose de regrettable d'abord, c'est ce braquage qui a fait 2 morts qu'on regrette tous quand même et qui a été l'œuvre d'assaillants encagoulés. Et souvent, quand ces genres de situations se produisent, les populations peuvent être quelquefois désemparées. Mais ce qui est sûr, nous le rassurons. Il faut rassurer les populations pour leur dire que Kédougou est une zone très sécurisée. La région est très sécurisée. Mais non, comme je le dis souvent, voilà pourquoi on est en train de combattre ce qu'on appelle l'orpaillage clandestin. Parce que ça s'est passé au niveau des sites clandestins. Et dans les sites clandestins, nous ne savons pas ce qui se passe. Et chaque fois qu'on ne sait pas ce qui se passe, il est un peu difficile d'apporter la réponse sécuritaire qu'il faut. C'est pourquoi nous allons continuer à les réprimer, à les démanteler, à essayer de faire de sorte que les gens puissent exploiter l'or, mais de façon en phase avec la réglementation. À Saint-Louis, des écoliers ont reçu une formation en santé de la reproduction. Ils ont été également sensibilisés sur les violences basées sur le genre. Ce programme concerne 16 établissements dans la vieille ville. Voyons tout cela avec Habib Seck et Ousseynou Diop. ngir xale yi gën a mën a xam seeni bopp doon ay modèle suba moo waral ndaje bu ni mel ñaari téeméeri élèves jóge ci ay lycée collège na ci diwaanu Ndar Géej ñoo ko séqoon waxtaan ci wàllu wér-gu-yaram ak di violence basée sur le genre. Éléments que nous retrouverons en français dans nos prochaines éditions. Et puis toute autre chose à présent, une pépinière de 75 000 plants financée par Caritas Dakar à Sangaye. C'est un village de la commune de Niakhar. Après avoir visité le jardin, l'archevêque de Dakar s'est réjoui du travail de l'organisation confessionnelle. Aminata Goudjabi et Abdou Karim Pey. Plusieurs espèces d'arbres se trouvent ici dans cette grande pépinière. Plus de 70 000 plants qui vont être distribués à des groupements de femmes et de jeunes, ainsi qu'à des paroisses des départements de Fatick et d'Mbour. Caritas Dakar finance cette pépinière de Shanghai depuis 2 ans. La pépinière compte 75 000 plants, toutes espèces confondues. Il y a des plants pour le reboisement, mais il y a aussi des plants pour régénérer les variétés locales telles que le dîme, le tamarinier et le baobab. Mais donc cette pépinière sera donc distribuée à une trentaine de groupements
département, dans le département de Fatick, dans le département de Mbour, dans les paroisses aussi. L'archevêque de Dakar qui a visité cette pépinière s'est réjoui du travail abattu par Caritas pour une meilleure préservation de l'environnement. Monseigneur Benjamin Ndiaye a félicité le gérant de la pépinière avant d'inviter les jeunes à suivre son exemple. Dépassons le folklore où on bat le tam-tam, on fait semblant de planter quelques arbres et on s'en va. Et l'année prochaine, on recommence à zéro. Ce temps-là d'eau est terminé. Parce que notre vie dépend de la qualité de notre environnement. Et dans notre environnement, l'arbre tient une grande place. On a dit que les jeunes n'ont pas de travail, mais devenir pépiniériste, c'est un travail qui peut être très payant. Que le Sénégal retrouve ses forêts, ses animaux, que nous vivions dans l'harmonie de la création. Le maire de Niakhar abonde dans le même sens et annonce une grande campagne de reboisement dans la commune de Niakhar. La commune de Niakhar, en ce qui la concerne, a fait une délibération de 700 hectares, non loin d'ici. 700 hectares sont disponibles ici. C'est une forêt, mais qui demande à être reverdie. Et je pense que nous devrions pouvoir profiter de la présence des plants là pour pouvoir y arriver. Caritas Dakar, dans son programme écolo, son ambition est de créer des pépinières dans toutes les communes pour un Sénégal vert. Merci Aminata. Et puis hors de nos frontières en Haïti, le directeur de la police nationale dit avoir mis derrière les barreaux un Haïtien, Christian Emmanuel Sanon, c'est son nom. La police soutient que cet homme, qui se présente comme un médecin, est l'un des auteurs intellectuels de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il aurait recruté à travers une entreprise vénézuélienne en Floride les membres du commando qui se sont rendus, vous le savez, à la résidence privée du président. Cependant, de nombreuses zones d'ombre subsistent toujours dans cette enquête. Au Burkina Faso, François Compaoré, frère cadet de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, était ce lundi 12 juillet devant le Conseil d'État français à Paris, dernier échelon dans sa procédure française pour éviter l'extradition vers le Burkina, où celui qui se fait appeler le petit président est inculpé d'incitation à assassinat dans l'affaire Norbert Zongo. Dans l'actualité sportive, Teungueth FC, champion du Sénégal à 2 journées de la fin de saison, une première que les Rufisquois vont longtemps savourer. Cher Sadibou Diarra. Teungueth FC, l'incontestable champion de la Ligue 1, saison 2020-2021. Le club rufisquois, 15 victoires, 5 nuls, 4 défaites en 24 journées, 35 buts inscrits, 10 encaissés, a démontré sa puissance et forcé le respect à ses rivaux. Que Teungueth est la meilleure équipe, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Ils ont montré qu'ils sont une bonne équipe, qu'ils sont meilleurs que tout le monde depuis l'année dernière jusqu'à présent. Ils sont tout le temps confiants quand ils viennent jouer un match. Tous les jours dans le terrain, ils croient qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Et ça, c'est une force. Je pense qu'aujourd'hui, la différence, c'est la constance et le travail dans le job de l'entraîneur et du président. Il faut féliciter vraiment cette équipe. Et ils ont montré aussi aux autres équipes que c'est le travail payé. Meilleure attaque et meilleure défense du championnat, Teungueth FC s'appuie sur un collectif paré à toutes les épreuves. Pour l'essentiel du championnat, ils ont été en tête. Et là, à 2 journées de la fin, ils ont déjà le titre en poche. C'est que du mérite parce que c'est une bonne équipe complète sur toutes ces lignes, qui sait se battre, qui sait défendre, qui sait attaquer. Dans chaque ligne, ils ont un leader, le gardien de but. En défense centrale, il y a le vice-capitaine Malik Ndoye, qui est un très bon élément. Au milieu de terrain, ils sont plusieurs, mais il y a Pape Djibi Diop qui sort un peu du lot. Et devant, avec le Gambien Djibril Silla, c'est vraiment une équipe complète qui est joueuse, mais avec des individualités qui peuvent lui permettre, en cas de complications, de s'en sortir. C'est pas pour rien d'ailleurs que Teungueth a gagné l'essentiel de ses matchs en fin de partie. Teungueth FC, jeune club d'une dizaine d'années d'existence, peut fièrement fêter son premier titre de champion du Sénégal en Ligue 1. La consécration pour un club qui compte marquer de son empreinte le football local, voire africain.
Merci cher Salibou et bravo et toutes nos félicitations à Teungueth FC. L'actualité du sport, c'est aussi les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Le porte-étendard Mbagnick Ndiaye a reçu le drapeau national ce matin. Une grande fierté pour les 12 lions qui vont représenter le Sénégal au Japon. La cérémonie a eu lieu ce matin au musée des civilisations noires. Compte rendu Pape Faraning et Gervais Yao. Le drapeau national entre les mains du chef de la délégation sénégalaise, un privilège de représenter son pays aux Jeux Olympiques, mais aussi un lourd fardeau. Il n'est pas donné à tout un chacun de savourer l'immense fierté de revêtir le maillot national, a fortiori de participer aux Jeux Olympiques. Il faut être parmi les meilleurs pour avoir le privilège de défendre les couleurs nationales à l'occasion de cet événement sportif majeur. Cela comporte bien évidemment des exigences et des devoirs face à des adversaires aussi bien préparés et aussi bien déterminés. L'essentiel, comme le dit l'adage, c'est de participer, de représenter dignement sa nation, de tout mettre en œuvre pour honorer le drapeau national. Des efforts immenses ont été consentis pour mettre les athlètes dans de bonnes conditions. Je sais que c'est avec le même enthousiasme, la même soif de victoire que vous allez défendre les couleurs du Sénégal. Ces efforts immenses, combinés aux appuis additionnels conséquents que le comité olympique a mis à notre disposition, vous ont permis d'être dans les meilleures conditions de préparation et aujourd'hui de participation. Alors rendez-vous à Tokyo pour faire rêver le Sénégal. Très fier de recevoir le drapeau, les athlètes comptent représenter dignement le Sénégal. Oh, bien sûr, je suis prêt à 100%. Et voilà, on va aller aux Jeux Olympiques pour représenter dignement le pays. Comme j'ai dit l'autre fois, il ne faut pas se tromper d'objectif. On va y aller avec l'espoir de gagner des médailles et voilà, essayer de passer le maximum de tours possible pour pouvoir représenter dignement le pays. On a fait un boulot extraordinaire auparavant. C'est un grand moment, je pense que c'est très émouvant pour moi comme pour Mbagnick déjà d'avoir la chance d'être à Dakar pour cet événement. J'ai l'intention de gagner beaucoup d'expérience à Tokyo et surtout d'améliorer le record du Sénégal au 100 nage libre qui est l'épreuve à laquelle je vais participer. Mais bien sûr, je vais tout donner et me battre pour avoir la meilleure place. 3 athlètes paralympiques vont aussi participer aux JO de Tokyo 2020, une cérémonie rehaussée par le 12e Gaïndé. Tokyo 2021, une compétition qui s'ouvre au moment où une autre se ferme. Clap de fin pour l'Euro 2021. Vous l'avez suivi sur notre antenne. Les Italiens ont arraché le trophée aux Anglais hier à Wembley, l'Euro 2021. Un événement que GFM vous a fait vivre comme si vous y étiez. Retour sur les temps forts avec Marcel Farba-Maroun. En débutant le 11 juin dernier, le championnat d'Europe des Nations partait sur un terrain plein d'interrogations. Quel niveau allaient proposer les sélections engagées en ces temps de Covid? Et surtout, quitte des 11 endroits choisis pour abriter cette compétition? Au final, c'est un tournoi plein de suspense auquel les amateurs ont assisté. Des instants que le groupe Futur Média a fait vivre à ses fidèles téléspectateurs. Comment allaient se présenter des équipes, comment ça allait se passer avec cette nouvelle formule. Mais à l'arrivée, on a eu beaucoup d'émotions. On a vu vraiment beaucoup de situations rocambolesques, notamment cette finale qui va jusqu'au bout du bout, jusqu'au tir au but, avec des équipes qui ont vraiment répondu quand même bien présent. Donc à l'arrivée, globalement, c'est une Euro assez bien réussie. À la limite, Michel Platini n'avait pas tort. Au total, 142 buts ont été inscrits sur 87 matchs disputés, soit une moyenne d'1,6 but par match. À 11 reprises, des joueurs ont trompé leur propre gardien. Je peux dire que j'ai pris mon pied, parce qu'il y a eu de très beaux buts, de très belles actions qui ont été bien amenées, souvent aussi sur des exploits individuels. Donc en tant que commentateur, on a des sensations qui sont très fortes et c'est très important. Et puis ça nous a permis aussi de soigner un peu la technique pour commenter les buts. Ça a été une compétition exceptionnelle, avec un bon niveau, avec une bonne et une nouvelle intelligence tactique de la part des entraîneurs. Donc ça a été pour moi une Coupe d'Europe très enrichissante. En remportant son deuxième Euro, l'Italie revient à égalité de la France au palmarès des nations ayant le plus soulevé ce trophée. Devant, l'Allemagne et l'Espagne restent en tête avec 3 championnats d'Europe des nations chacune. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue. Bonsoir d'info avec vous. Barthélémy Gom, vous recevez ce soir le docteur Abdul Aziz Mbouit du PRP. C'est à vous. Merci.